Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus sur Téléclub pour cette heure de jeu. La 24e journée de Super League était à l'affiche de ce week-end et on en retiendra la victoire de Neuchâtel Xamax dans le 3e derby roman de la saison. C'était hier soir à la Maladière. Solide et créative, la formation d'Ancho a dominé le FC Sion et retrouvé l'efficacité qui lui a manqué lors de son dernier match contre Saint-Gall. Afimiko Pululu, 19 ans, a été le grand artisan de cette victoire, inscrivant un doublé. Score final 3-1. C'est un 4e match de championnat sans victoire pour des Valaisans qui voient revenir leur adversaire roman à 4 longueurs au classement. Dans la prochaine heure, on reviendra aussi sur les 4 autres matchs disputés entre hier soir et cet après-midi. On écoutera évidemment les réactions des principaux acteurs du week-end. Et puis le traditionnel What de foot dominical. Voilà pour le programme. Nos invités autour de cette table ce soir, notre consultant Sébastien Pache. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour la rédaction. C'est Jérôme Créta qui nous accompagne. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et notre invité, Johan Jourou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir invité. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes revenu en Suisse en début d'année pour subir une opération. Comment se passe votre convalescence? Beaucoup mieux. Écoutez, ça va bien. C'est un petit peu long, donc je vais prendre le temps de bien me soigner pour être prêt pour l'été, mais c'est très positif. Tout se passe bien. Je suis entouré de bonnes personnes, de ma famille, de mes amis, donc tout se passe pour le mieux. On est content de vous voir, en tout cas sans béquilles aujourd'hui. Exactement. Ça fait quelques jours que je les ai enlevés, donc c'est cool. Parfait. On va profiter de votre présence dans la prochaine heure pour parler avec vous de votre carrière, de l'actualité et puis de vos projets futurs également. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va attaquer tout de suite avec de la Challenge League puisqu'on disputait ce week-end la 24e journée de championnat. Et hier, Jérôme, Lausanne concédait son 13e match nul face à Haro à la Pontaise. Oui, petite anecdote tout d'abord. Les Lausannois qui ont appris cette semaine qu'ils joueront finalement à l'entame de la saison 2020-2021 sur une pelouse synthétique. En tout cas, difficile à dire dans quelle ligue se trouvera le FC Lausanne Sport dans une année et demie. Les incertitudes planent toujours dans cette deuxième partie de saison. 13e match nul concédé en 24 journées pour les Vaudois. 7e minute de jeu sur corner. Les Lausannois vont faire parler leur jeu de tête. La première est pour Geisman. Les deux suivantes pour Nganga. Au final, une transversale et une déviation qui passe par-dessus. 4 minutes plus tard, on retrouve Geisman avec un centre pour Koura qui ne peut conclure. Bien gêné cette fois-ci par le défenseur Chinololz. Facile arrêt de Nikolic. Le LS évoluera à 10 à partir de la 57e minute suite à l'expulsion de Poss et ce sont les Argoviens qui se montreront les plus dangereux en fin de rencontre. 63e minute, corner botté par Neumaïr. Un ballon remis au centre de la surface de réparation vaudoise et repris par Zverotic. Bel arrêt de Castella. Castella qui s'illustre encore une fois en toute fin de partie suite à une frappe de Frontino. Sébastien, suite à la défaite de Winterthur, est-ce un bon point finalement pour le Lausanne Sport? Si vous regardez le match en lui-même, bien entendu que c'est un bon point, parce que quand vous jouez à 10 pendant la majeure partie du match, on peut considérer que c'est un bon point contre Haro, qui reste une bonne équipe de Challenge League. Mais si vous regardez les performances du Lausanne Sport de ces 3, 4, 5 dernières rencontres, on peut estimer qu'on attend mieux du Lausanne Sport, qui vise toujours et encore le haut de classement. D'autant plus que vous allez le voir, Servette, lui, n'a pas fait dans la dentelle cet après-midi, il recevait Schaffhausen. Ouais, mais une seule victoire, seulement pour les Grenats lors des 4 derniers matchs. Servette qui avait tout de même l'occasion de prendre une marge sur ses poursuivants, puisque aucun de ses 3 poursuivants, justement, n'avait gagné. Ça s'est plutôt bien passé, on va le dire, pour le FC Servette, qui s'est finalement imposé sur le score très sec de 6-1. On revoit ici l'ouverture du score d'Alphonse à la 4e minute de jeu. C'est Alphonse qui inscrira d'ailleurs un autre but dans cette partie. Il y aura aussi Vutric et Chagas sur penalty, puis Stevanovic et Makopi. Le but évidemment du FC Schaffhouse reste anecdotique. Sébastien, un écart de 8 points maintenant. Est-ce que c'est presque fait pour Servette? De nouveau, un écart assez important. Alors, c'est certainement pas fait, non. Je pense que si vous partez dans l'état d'esprit que ce soit fait alors qu'il reste 12-13 rencontres de championnat, ça serait une mauvaise idée, à mon avis, de la part des Genevois. Donc, ils vont devoir se battre jusqu'au bout. Mais effectivement, en tout cas, mentalement, le déclic psychologique, en tout cas, gagner 6-1 contre une équipe quand même, qui est une équipe correcte de niveau de Challenge League, alors que Lausanne fait match nul, une fois de plus, vous avez quand même ce décalage qui se met en place. Et vraiment, c'est peut-être un moment... le tournant un tout petit peu du championnat, mais le tournant réel, et ça va être difficile pour Lausanne de revenir actuellement. Johan, on le sait, le club de vos débuts, c'est pas Servette, c'est le Carouge. Exactement. Mais vous avez certainement un regard particulier sur FC Servette. Totalement. Et je pense aussi sur le football roman en particulier, parce que c'est vrai que
depuis quelques années, on manque un petit peu à l'appel. Et c'est vrai que de voir Servette remonter, ce serait beau pour le football roman et pour Genève surtout. Comme je suis de Genève, c'est vrai que ce serait magnifique de voir de nouveau les Grenats en Super League et espérons que ça se concrétise. Avec beaucoup de questions de nos téléspectateurs qui vous sont adressées, Johan, à ce sujet. On va y revenir tout à l'heure. Avant ça, Jérôme, on fait le point complet sur les résultats et le classement de Challenge League. Oui, alors il y avait tout d'abord un match vendredi soir entre Ville et Winterthur qui a vu donc la victoire peut-être un petit peu surprise du FC Ville sur le score de 1-0. Deux parties hier, le match nul 0 partout entre Lausanne et Haro, la victoire de Crien sur Rapperswil 2-1 et puis on l'a vu, Servette a battu Chafouz sur le score net de 6-1 alors que Vaduz s'est imposé face à la Lanterne Rouge, le FC Casso sur le score de 1-0. Au classement, on retrouve donc Servette avec 8 points d'avance devant le Lausanne Sport qui compte maintenant donc 1 point de plus que le FC Winterthur alors que maintenant c'est le FC Chiasso qui ferme la marche derrière Rapperswil. Merci Jérôme pour cette page de Challenge League. Johan Jourou, vous disiez, vous avez commencé à Étoile Carouge, mais non, avant ça, il y avait encore Champel. Est-ce que je me trompe? Bien renseigné. Revenir à la base des bases. Mais depuis que vous êtes de retour en Suisse, vous allez suivre le Servette FC, vous allez voir les matchs? J'ai pas eu encore l'occasion d'aller au stade, malheureusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire dans le prochain futur, parce que comme j'avais les béquilles, je voulais pas trop me déplacer. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus mobile, donc avec grand intérêt, j'aimerais bien aller une fois voir un petit peu au stade de Genève comment ça se passe. Dès que les températures au ski seront un petit peu plus agréables. Exactement. Et sans béquilles, ce sera bien mieux, ça c'est certain. On a dit Champel, Carouge, vous avez fait un détour aussi jeune par l'ASF de Payerne, avant de partir à 16 ans seulement en direction de Londres. Vous avez rejoint Arsenal. 16 ans, c'était il y a la moitié de votre vie. Aujourd'hui, vous en avez 32. Ça fait bizarre de se dire ça quand même. Qu'est-ce que ça vous a apporté de partir si jeune, Johan? Énormément en fait, mais je pense que je m'en suis rendu compte plus tard. C'est vrai que le fait d'être parti aussi jeune m'a déjà éloigné de ma famille, de mes amis. Donc c'est-à-dire un cocon familial où j'étais à mon aise, où j'étais habitué. Donc je devais un petit peu... Le fait d'être parti si jeune m'a en fait permis de me prendre en charge plus rapidement et de savoir ce que je voulais vraiment, sans avoir forcément l'accord de mes parents pour me dire... bien joué, bravo, ou non, c'est la faute de celui-ci ou de celui-là. J'ai dû en fait prendre mes propres vérités en face et regarder de moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû analyser mes propres performances, on va dire le futur, le chemin que je voulais prendre tout seul. Et ça, c'est des choses qui m'ont en fait beaucoup apporté pour la suite parce que justement, je ne devais compter sur plus personne, entre guillemets, c'était sur moi-même et je devais me surpasser pour essayer de rivaliser avec ceux qui étaient devant moi. Aujourd'hui, vous l'entendez sans doute régulièrement, les observateurs du football, souvent sur ce plateau d'ailleurs, disent que les jeunes partent trop jeunes à l'étranger. Comment vous expliquez que pour vous, ça a fonctionné comme ça si bien? Je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Je pense que c'est aussi un petit peu la personnalité de la personne qui fait la différence. Je pense que pour moi, c'était clair depuis très très jeune que mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Et je savais que j'avais des plus grandes chances en intégrant l'école de foot, entre guillemets, d'Arsenal que de rester à Carouge ou peut-être même d'aller à l'époque à Servette ou à Bâle. Mais c'était pour moi, en fait, de me dire que j'avais des chances, de toute façon, si je n'arrivais pas à Arsenal, de revenir en Suisse ou après d'aller dans un club un petit peu moins huppé qu'Arsenal en Angleterre. Mais je dois dire que du moment où je suis parti, on va dire le doute de ne pas y arriver n'a jamais été dans mon esprit. C'est une question de volonté? Je pense que c'est de la volonté, puis après il y a aussi bien sûr le facteur de chance, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est à la maison, on est bien accompagné. Est-ce que la réalité est tout le temps vraiment ce qui se passe pour de vrai? Est-ce qu'on se pose des bonnes questions? Je ne suis pas toujours sûr. En tout cas, le fait que je suis parti aussitôt m'a permis à moi de me poser les bonnes questions et m'a permis justement de fleurir en tant que joueur que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aujourd'hui a 15-16 ans, qui commence à faire ses premiers pas dans le football et qui est appelé par un club à l'étranger, en 2019 précisément? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire que les choses ont un peu changé parce qu'on sait qu'on peut être remplacé par des sommes faramineuses d'argent assez rapidement. Aujourd'hui, les clubs ont des radars un petit peu partout en Europe. Mais pour moi, en tant que, si je pourrais donner un conseil, c'est vrai que je dirais qu'il faut suivre notre rêve. Notre rêve, c'est de jouer dans les plus grands clubs et non pas, même s'il y a des étapes à passer, pour certains qui sont plus rapides que pour d'autres, je dirais que le fait de partir jeune, on apprend aussi beaucoup. C'est-à-dire que oui, les structures aussi sont bien améliorées en Suisse, il faut le dire. On a maintenant
des structures qui permettent dans les clubs de faire plus de travail qu'on ne faisait pas forcément avant. Par exemple, quand nous on avait la filière Payern qui nous a aussi aidés à nous développer. Aujourd'hui, elles sont en club, donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais le fait d'être en compétition, en concurrence avec des joueurs de qualité, je n'ai pas qu'il n'y en a pas en Suisse, mais de haut niveau, qui se frottent à la Première Ligue ou à la Bundesliga, c'est quand même un écran au-dessus. Évidemment, donc 10 ans sous le maillot d'Arsenal, 140 fois précisément que vous allez le porter. Qu'est-ce que vous gardez du football anglais? Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, parce que c'est vraiment, pour moi, c'était la crème de la crème, on va dire. C'était, en tant que jeune, d'arriver là, de côtoyer des gens comme Thierry Henry, Denis Bergkamp, Robert Pires, qui étaient en poster dans ma chambre. Hein. Donc, c'est non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que le fait de les côtoyer tous les jours à l'entraînement, dans le vestiaire, pendant les matchs, c'est des choses que, franchement, qui sont inoubliables. Et s'agissant du football, précisément, de l'engagement physique, peut-être, qui est différent? Aussi, la vitesse, on va dire, du moment où il faut vraiment prendre une décision rapide, il faut être intelligent. J'avais aussi un coach extraordinaire qui donne la confiance aux jeunes. Donc ça aussi, c'est un point important. C'est que le concept, pour moi, était assez clair. J'avais quelqu'un qui allait m'accompagner, qui allait me donner ma chance à un bout d'un moment. Donc on savait un petit peu le plan de carrière. Mais c'est vrai que le championnat anglais, avec tous ses supporters, tout cet engouement, tous ces stades pleins, est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et cette carrière aussi liée avec cet entraîneur, Arsène Wenger, c'est assez rare finalement de passer autant d'années ensemble. Il a quitté après 22 ans, je crois, à la barre d'Arsenal. Quel souvenir vous garderez de ce grand monsieur? Encore une fois, que des bons. Je lui dois énormément à ce monsieur, parce que c'est vrai que donner la chance à un gamin de 17 ans qui vient d'Étoile Carouge, donc même pas Bâle ou Servette, et de se dire qu'il a le talent pour y arriver, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que je le remercie tous les jours, parce que c'est une anecdote que je me répète souvent, mais c'est vrai que le jour où il m'a dit qu'il voyait en moi le potentiel de réussir, on peut le voir, mais le croire, c'est encore autre chose. Et lui, il le voyait, il y croyait. Donc c'est ça qui a fait on a fait un très long parcours ensemble et qui m'a donné la chance d'évoluer au plus haut niveau. Et vous l'avez prouvé, hein, ce talent. Aujourd'hui, vous suivez encore Arsenal? Toujours. Vous savez qu'ils sont en train de jouer? Oui, bien sûr, contre Manchester United. Granit a marqué, bien Absolument, sûr. Granit Xhaka, but de Granit Xhaka. Vous les avez vus aussi, j'imagine, jeudi dernier contre le Stade Rennais? Aussi. Alors, un mot quand même sur cette surprise? Oui, écoutez, surprise, oui et non, parce que je vais vous dire que franchement, Rennes, même si dans le championnat français ne sont pas au mieux, c'est une équipe qui a des joueurs qui sont talentueux, des jeunes joueurs. Et je savais très bien qu'en se propulsant vers l'avant, ils allaient poser des problèmes à Arsenal, et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Vous pensez qu'ils vont pouvoir renverser la vapeur? Je l'espère. 2-0 à la maison, c'est faisable. Donc j'espère vraiment qu'Arsenal va pouvoir, avec une victoire déjà aujourd'hui contre Manchester, reprendre confiance et se qualifier pour la suite. À propos du match qui est en train de se dérouler actuellement, il y a un téléspectateur, Richie, qui nous a posté une question. Vous souvenez-vous du match entre Arsenal et United? C'était en 2011. Oui. Il y avait eu un 8-2. Totalement. Il vous demande si vous vous souvenez de la réaction de votre coach. Je me rappelle la réaction du coach, oui, qui était plutôt, on va dire, sur ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. C'est-à-dire qu'on avait pris 8-2, on avait bien commencé le match. Et c'est vrai qu'après, on s'est un peu effondré. Chaque joueur sur le terrain a perdu confiance, et c'était difficile aussi pour le coach, qui était quand même le meneur d'hommes, qui n'a pas réussi forcément. On dira toujours que c'est la faute du coach, mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense que les joueurs doivent aujourd'hui prendre des responsabilités sur le terrain. Mais c'est vrai que sur ce jour-là, personne n'a trouvé la clé pour aller vers l'avant. En tout cas, voilà, Richie, merci pour la question. Il y en a d'autres encore qui viennent après, encore un peu de patience. Donc après Londres, Johan, vous partez pour l'Allemagne, 100 matchs de Bundesliga, puis la Turquie, puis récemment l'Italie. Quel est le championnat qui vous a le plus impressionné? Je dirais l'Angleterre. Je dirais l'Angleterre et l'Allemagne derrière. Je pense que ce sont les deux championnats qui ont encore aujourd'hui le plus gros rythme. Et on va dire aussi au niveau de la qualité qui est plus élevée. C'est-à-dire que l'Angleterre, pour moi, reste quand même le championnat phare. Parce qu'il y a tant d'équipes qui peuvent justement gagner le championnat. Et quand on descend un petit peu, quand on va en Allemagne, ça devient un petit peu plus restreint. On a Dortmund, on a le Bayern. Des fois, une surprise avec quelqu'un qui arrive à rentrer et gagner le championnat. Puis après,
en Italie, aujourd'hui c'est la Juve. À l'époque, il y avait l'Inter, il y avait Milan, mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Et puis en Turquie, ça reste sur les grands qui sont Galatasaray et Beşiktaş. Et quand vous étiez à l'étranger, est-ce que vous gardiez un œil sur le championnat suisse et la Super League particulièrement? Souvent, c'est vrai qu'on avait Bâle, on le suivait souvent parce que c'était toujours en Champions League, donc on avait toujours un petit peu l'œil sur la Super League. Mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de club roman, c'était un peu compliqué pour nous en tant que romans d'essayer de trouver notre équipe dans la ligue. Donc on regardait un petit peu d'un œil un petit peu plus lointain parce que justement il n'y avait pas forcément l'équipe qu'on pouvait soutenir. À part que je vais dire quand même Young Boys à cause de Steve Van Bergen que j'adore, donc ça on regarde quand même. On va en parler justement de Steve Van Bergen et de son équipe, puisque lui, il était suspendu dans le match d'hier, Jérôme Creta. C'était le match des extrêmes qui opposait Grasshopper à Young Boys, c'était au Letzi Ground. Oui, c'était la première rencontre pour le nouvel entraîneur de Getse, Tomislav Tipic. Première rencontre et on vous le dit, première défaite pour ce nouvel entraîneur, mais qui n'est pas passé loin, en tout cas, d'aller arracher un point du côté du leader. Pas forcément au mieux depuis quelques semaines. Après une première mi-temps dominée par IB, on retrouve Getse à la 55e minute avec une frappe lointaine de Lika repoussée par Von Balmos. Un ballon qui revient dans les pieds de Bajrami, seul au 6 mètres, qui tire sur le portier bernois. 68e minute, M. Dudic dit un pénalty pour IB suite à une faute zurichoise sur Assalé, l'attaquant qui manque l'occasion de se faire justice lui-même. Suite à ce pénalty imprécis, ça s'anime dans les arrêts de jeu avec une tête de Camara magnifiquement détournée par le portier Linner, auteur une nouvelle fois d'un très bon match. On joue alors les toutes dernières secondes de ce temps additionnel lorsqu'on assiste à un scénario déjà vu ces dernières semaines puisque IB ouvre le score avec une tête de saut qui reprend de manière imparable. 21e victoire en 24 matchs, Sébastien. Malgré le coup de mou des Young Boys, ils s'en sortent, ils font quasiment tous les week-ends 3 points. Oui, mais c'est la force des grandes équipes, c'est d'être capable un petit peu de rebondir, parce que je rappelle quand même qu'ils ont perdu en Coupe Suisse 4-0 à la surprise générale. Et donc Young Boys doit commencer un petit peu aussi de temps en temps à apprendre à perdre, chose qu'ils n'ont plus vécu depuis longtemps à part en Champions League. Effectivement, ils rebondissent malgré quelques titulaires qu'ils manquaient. Babour, on a parlé de Van Bergen, effectivement. Eh bien voilà, ils mettent un goal à la dernière seconde, littéralement. Les 3 points sont là, c'est ce qu'ils veulent, c'est le but du football, c'est d'avoir les 3 points, peu importe la manière, mais la manière était quand même là. C'était un petit peu frustrant d'ailleurs pour Getse, parce que son gardien Lindner a fait une partie extraordinaire, y compris les arrêts qu'on vient de voir, et donc de sortir avec 0 point, c'est assez frustrant. Getse qui disputait son premier match sous la houlette de son nouvel entraîneur, Tomislav Stipic. Getse qui a changé de vestiaire et de banc après le limogeage de Fink et qui se prend un but à la dernière seconde. Ils n'ont pas réussi à conjurer le sort, manifestement. Non, moi je ne connaissais pas l'anecdote du vestiaire et du banc, honnêtement. Je ne suis pas persuadé que ce soit une méthode absolument parfaite pour changer l'état d'esprit des joueurs sur le terrain. Il y a pas mal de remous internes au sein du club de Getse. Enfin bon, je pense qu'ils vont être une défaite contre le leader avec 44 points d'écart entre les deux équipes. Ça ne me semble pas un gros problème. On verra le match prochain si Getse sont capables justement de rebondir et de faire quelques points parce qu'ils sont effectivement mal placés. Johan, IB domine en long et en large ce championnat suisse, comme l'a fait Bâle durant plusieurs années. Où est-ce que vous situeriez ces Young Boys dans un grand championnat dans lequel vous avez joué, par exemple en Première Ligue? Écoutez, c'est toujours difficile à dire, parce que je pense que d'analyser un championnat suisse avec une Première Ligue, c'est quand même 2 mondes différents. Et je pense que où on peut toujours avoir une bonne référence, c'est quand on regarde ce qui se passe en Champions League. De voir comment un club suisse se débrouille, jusqu'où va un club suisse. Et aujourd'hui, on a vu IB être avec des cadors, on va dire, entre guillemets, quand même dans le groupe, et qui n'a pas réussi à, même s'il y a eu des bonnes performances, n'a pas réussi à passer le premier tour. Donc je pense qu'aujourd'hui, AIB est une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années, avec des joueurs qui sont, comme on prend Djibril, qu'on prend Kevin, avec des joueurs d'expérience comme O'Haro et puis Steve, qui ont vraiment, depuis ces dernières années, beaucoup progressé. Mais jusque-là, pouvoir les mettre au même niveau que même un Burnley ou qu'une équipe comme ça de mid-tableau ou de fin de tableau en Angleterre, de niveau de l'intensité, en fait, je parle. C'est vrai qu'il y a des joueurs, mais au niveau de l'intensité, je pense que le championnat suisse n'est pas encore au niveau de l'intensité. C'est un manque d'opposition, en fait. Aussi, déjà. C'est vrai que déjà, on n'a pas forcément tous les week-ends un match contre une équipe comme Everton ou comme, on va dire, Liverpool, où on peut se dire, là, justement, ils surfent sur le championnat, ils sont tranquilles parce que
justement, même Bâle a régressé. Donc aujourd'hui, Young Boys est l'équipe phare du championnat suisse. Mais ils le méritent. Ce n'est pas quelque chose que je dis. Ils ont travaillé pour en arriver là. J'aimerais revenir sur un joueur des Young Boys dont vous avez déjà parlé à 2 reprises, là, en à peine 3-4 minutes. Il s'agit de Steve Sommergen. Vous avez évolué avec lui en équipe nationale à 20 reprises. Exactement. Est-ce que c'est votre partenaire chouchou de l'équipe nationale? Steve, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai appris à le connaître, vraiment, et on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est vrai qu'on a eu toujours un petit peu... À un moment, c'était lui, à un moment, c'était moi, et à un moment, on s'est retrouvés ensemble. Donc, c'est vrai que Steve, c'est quelqu'un avec qui je prends encore contact aujourd'hui. C'est quelqu'un que, comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup, dû à sa simplicité. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que parce qu'on est footballeur, on se prend pour d'autres. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui a gardé les pieds sur terre et qui a fait quand même une carrière remarquable. Donc c'est vraiment pour ça, on se comprend très bien. Et je peux dire que du bien de Steve. C'est l'occasion, Johan, d'évoquer un petit peu votre carrière internationale. 13 ans déjà que vous portez le... Pardon, je vous vieillis, je vous dis que ça fait déjà depuis la moitié de votre carrière c'est comme que ça, vous avez commencé à jouer. 13 ans que vous portez le maillot de la Nati, 76 sélections, 3 Coupes du Monde, 2 Euros. Si vous deviez garder qu'un souvenir de ce parcours incroyable, c'est compliqué, je sais, mais le souvenir le plus marquant de votre carrière internationale? Est-ce que j'ai le droit à un joker quand même? Ouais, 2. Allez. Alors bien sûr, la première apparition, les débuts en Écosse, qui était pour moi le début d'une grande aventure. Et ça, je ne peux pas ne pas le citer. Et le deuxième moment fort, c'était la Coupe du Monde au Brésil. Et je pense surtout à ce match contre l'Argentine, qui était extraordinaire et que malheureusement on perd. Mais sur la performance, c'était vraiment une des meilleures performances que je pense qu'on avait réalisées en équipe. Messieurs, vous étiez, j'imagine, devant votre écran, vous rejoignez meilleure performance de l'équipe de Suisse face à l'Argentine? Certainement un des, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, ça nous a fait vibrer, ça c'est certain. Ouais. C'est sûr. On en a eu plusieurs ces derniers temps, faut dire. C'est clair. Johan, l'équipe de Suisse, elle est toujours dans vos plans aujourd'hui? Écoutez, si je vous réponds franchement, aujourd'hui, comme je l'ai dit à tout le monde, c'est que aujourd'hui, mon énergie est concentrée sur ma convalescence. C'est-à-dire que je vais revenir et après, on verra. Mais si je ne ferme aucune porte. C'est-à-dire que si j'arrive à revenir au niveau où on me connaît, ben, ça viendra avec. Mais sinon, on verra. Ce n'est pas quelque chose que je me dis aujourd'hui, je veux absolument rester en équipe de Suisse. Il y a des très bons jeunes qui sont là. Je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup respecté dans l'équipe, mais si ça ne va pas, j'arrêterai aussi sans problème. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir où je me situe déjà physiquement et mentalement dans quelques mois. On peut savoir quelle a été votre dernière conversation avec Petkovic? Vous lui avez parlé depuis votre... Oui, on se parle même très souvent. C'est vrai qu'il m'a appelé avant l'opération. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est dur de donner des certitudes après justement une opération et surtout, entre guillemets, aussi la situation que je n'ai pas de club aujourd'hui. Mais c'est une situation aussi voulue parce que je voulais prendre le temps justement de me soigner sans avoir aucune pression d'un club ou de dirigeants. Donc, comme je l'ai dit, je me remets en forme, je me reconditionne et après, tout est nouveau ouvert. Dans un monde parfait, pour vous, l'ambition, c'est d'être de retour aux affaires pour le début de saison prochaine? Exactement. Parfait. Peut-être avec un des clubs dont nous allons parler. Je vous interrogerai là-dessus tout à l'heure, Johan, puisque le 3e derby roman de la saison se tenait hier, donc du côté de la Maladière. Une rencontre qui commençait sous les meilleurs auspices pour Xamax, qui est parvenu à ouvrir la marque à la 7e minute de jeu. Un ballon qui part de Nuzzolo pour Ramidi, qui trouve Pululu. Premier but de la saison pour le joueur prêté par le FC Bâle. Les Rouges et Noirs qui livrent une première période de haut vol et c'est logiquement qu'ils doublent leur avantage à la suite d'un coup franc botté par Rafael Nuzzolo. 38e minute, ballon boxé par Fickencher et Pululu peut contrôler et frapper. C'est le 2-0 pour Xamax. En seconde période, Monsieur Schneider va indiquer le point de pénalty après le contact d'Endoy sur Ramidi dans la surface. Pénalty transformé par Nuzzolo à la 76e minute pour son 12e but de la saison. Il est l'actuel 3e meilleur buteur de Super League. Et puis dans les arrêts de jeu, Sion va parvenir à réduire la marque par Quentin Maceiras, entré en jeu 5 minutes plus tôt sur le centre de Paetim Kazami. Un but anecdotique et des Sédinois qui ne sont, Sébastien, pas parvenus à se montrer dangereux dans cette rencontre. Non, pas du tout. Ils avaient une domination au niveau de la possession de balle. Ils avaient 65% de domination de possession, mais ça ne suffit pas.
Ils ont créé quasiment aucune occasion. Il n'y avait pas de fond de jeu. Ils ne se trouvaient pas entre les lignes. La tactique mise en place n'était pas claire ni pour les joueurs, ni pour les spectateurs, à quelque part, ou pour les spécialistes. Murat Yakin a remodelé une fois de plus son équipe. Voilà, visiblement, je me souviens, en tout cas hier, on avait des interviews après match. Les joueurs ne comprenaient pas comment s'était passée cette défaite. Donc c'est assez inquiétant finalement pour l'FC Sion qui ne trouve pas une identité, ne trouve pas vraiment un 11 de base, ne se trouve pas vraiment au sein d'une équipe. Et donc finalement les joueurs ne sont simplement pas en confiance, ça se sent. Et effectivement, je pense qu'il va falloir faire des changements, en tout cas, à ce niveau-là, pour les prochains matchs. Il manque de la stabilité au niveau du terrain, en tout cas, au niveau du FC Sion. Johan, vous l'avez suivi cette rencontre? Oui, j'ai regardé en direct. Et qu'en avez-vous pensé? Alors, beaucoup de positifs pour Neuchâtel, qui a fait le match parfait à la maison. Et ils en avaient besoin aussi. Mais c'est vrai que de la part du FC Sion, j'ai été surpris un petit peu de voir un petit peu ce manque d'automatisme, en fait. Il y a eu beaucoup de ballons perdus. J'ai pas trouvé de très bonne cohésion entre les lignes. Une organisation un petit peu aussi, je dirais pas lamentable, mais difficile à trouver défensivement. Il y a des joueurs qui reviennent, il y a Martin Nyanga qui revient, donc c'est clair qu'il y a des joueurs qui ont besoin de rythme. Il manque des patrons. Il manque un leader, il manque quelqu'un qui peut prendre une équipe et la calmer, parce que c'est clair qu'il peut avoir des moments difficiles dans un match. Je pense que Sion, depuis un petit moment, a de la difficulté dans ces matchs, mais il manque quelqu'un justement pour un petit peu motiver un petit peu tout le monde et reprendre un petit peu les choses en main. Vous avez un peu ce profil, non? Ça dépend. Ça dépend. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tout est ouvert encore. On a bien compris. Xamax, donc, qui faisait la bonne opération hier soir et qui revenait à 4 longueurs du FC Sion. On va écouter la réaction de Stéphane Anchaud après le coup de sifflet final. Alain Rohrbach lui a demandé quel était son sentiment. Content, naturellement très content. C'était un match important, mais comme ils le sont tous dans notre situation, on lutte pour notre survie dans cette Super League. Mais ce soir, doublement content parce que c'est 3 points à la maison. C'est toujours important de gagner à la maison. Le public aussi, de lui montrer quelque chose, qu'il reparte content du stade, qu'il soit là au prochain match en espérant pour revenir soutenir l'équipe parce qu'elle en a besoin. Et on a vu ce soir le degré d'implication des joueurs. La première mi-temps, on a vraiment eu le sentiment que vous avez, excusez-moi l'expression, bouffé du Cédunois. Vous étiez partout sur le terrain, vous gagniez quasiment tous les duels. Oui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas demander plus des joueurs ce soir. En termes d'intensité, en termes de travail, ils ont tout donné. Et même ce petit plus. Ce soir, ils ont apporté ce petit plus qui fait la différence. Mais je crois que tout le monde, vous l'avez relevé, tout le monde l'a vu au stade. On avait vraiment une équipe qui voulait bouffer l'adversaire. Et en fait, qui a réussi parce que Sion, ça reste quand même individuellement une bonne équipe, il n'y a rien à dire. Ils ont failli battre Bâle en Coupe Suisse, perdu de peu à IB la semaine passée, donc on n'a pas non plus battu une piètre équipe. Mais ce soir, cette intensité, cette volonté, ce travail, cette discipline a fait la différence. L'ancien international défenseur qui avait évolué longtemps en Angleterre, Stéphane Anchaud, à la tête de Neuchâtel Xamax, ça vous évoque quoi, Johan? De le voir entraîneur de Neuchâtel Xamax? Écoutez, ça montre que Steph est un passionné et qu'il a envie de partager son savoir-faire et son expérience qu'il a vécue justement en Angleterre. Et je pense que ça marche à voir le résultat d'hier. C'est vrai qu'il reste encore pas mal de boulot pour être sain et sauf. Mais je pense que le fait de vouloir justement donner et partager avec les plus jeunes ou aussi avec ceux qui n'ont pas forcément vécu l'expérience qu'il a vécue, c'est toujours quelque chose de bon. Pendant la pause hivernale, votre nom a beaucoup été évoqué en Romandie, notamment du côté de Neuchâtel Xamax. Oui. Christian Bingli nous l'a dit, il a eu contact avec vous. C'était une piste sérieuse? Je veux dire, franchement, j'ai rencontré le président, M. Bingli, à sa demande. C'était quelque chose qui était prévu comme ça. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui respecte tout le monde, je ne ferme aucune porte, donc c'était quelqu'un que j'ai apprécié. On a eu une très très bonne discussion au téléphone, donc j'ai fait le déplacement pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Après, que ce soit sérieux ou pas, c'est difficile pour moi de vous dire aujourd'hui que j'allais signer vraiment avec Xamax par rapport à la situation du club et par rapport aux choses, je pense honnêtement pas.
Mais c'était le fait de rencontrer, de montrer que je m'intéressais quand même au projet. Finalement, ça ne s'est pas fait. Vous avez suivi donc cette intervention qui datait. Hein. Vous aviez besoin d'un break juste maintenant, Johan? Je pense que c'était important. Je pense que tout s'est très bien déroulé tout au début de ma carrière. C'est vrai que c'était honnêtement un fleuve tranquille, j'ai jamais eu aucun souci. Et c'est vrai que là, avec le changement en Turquie qui s'est très très bien passé, où j'étais vraiment très très content, mais il y a eu des problèmes de finances, donc j'ai dû repartir. Et après en Italie, où j'avais des pépins récurrents, je me suis dit, bon, au lieu de faire une intervention rapide pour revenir et on ne sait pas comment on va se sentir, on prend les 6 mois qu'il y a, on fait tranquille, et aussi mentalement. C'est-à-dire que le corps a des fois aussi besoin d'une petite pause, d'un petit break pour justement repartir encore plus fort. Donc toutes les portes ouvertes, pas de souhait particulier, pas de rêve spécial de votre côté par rapport à un éventuel nouveau club? Je dois vous dire franchement que je vis de ma passion, c'est quelque chose dont... Et je rêve encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que mon corps va me dire où aller. C'est aujourd'hui vraiment le seul problème, on va dire, entre guillemets, qui peut être un problème sur la suite, c'est le corps. C'est-à-dire que si le corps ne suit pas, on a de la peine et il faudra peut-être voir un petit peu les options. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment je suis en bonne forme, je reviens, donc tout est ouvert. Comme je dis, je ne vais pas me mettre de rêve impossible non plus. Je suis quelqu'un qui garde quand même les pieds sur terre et on verra où ça me mène. En tout cas, les téléspectateurs de Téléclub Romandie se tirent la bourre sur les réseaux sociaux pour savoir si vous allez aller à Servette en Super League, à Axamax qui va se maintenir en Super League ou à Sion. Ça aurait de la gueule quand même, Johan Djourou, sur une pelouse de Suisse romande. Sachez-le, et comme ça le message est passé de la part de tous nos téléspectateurs. Quoi qu'il en soit, ce petit break, ça vous permet de faire un petit peu d'autres choses. Johan, vous avez notamment cofondé l'entreprise Athletes Stance. Est-ce que je prononce correctement? C'est juste. Bravo. Parfait. C'est une société qui produit des petites vidéos très bien faites avec des sportifs un peu dans leur intimité. C'est très bien produit, c'est très bien réalisé. Et vous vous livrez vous-même de manière très personnelle là-dedans. Je voudrais prendre un petit peu de temps pour en parler avec vous, notamment par rapport à votre adoption. On voit aussi vos filles magnifiques et votre épouse, 4 femmes sublimes dans votre entourage dont vous profitez pendant ce break. De vos valeurs aussi. C'est quoi le projet avec cette société? Justement, c'est ça le but. Je pense que vous l'avez très bien, en fait, vous avez très bien dit ce qu'on veut faire. C'est vraiment, on veut montrer ce côté un petit peu plus privé, plus interne de la vie du sportif, que ce soit footballeur, basketteur ou même UFC, par exemple. C'est vraiment de rentrer dans ce monde un petit peu privé, de famille, de préparation, on va dire aussi d'aspect mental, parce que c'est vrai que des fois, on oublie souvent que le mental est une chose qui est très très importante dans le monde du sport et que si un joueur ou une personne n'est pas bien mentalement, ce sera difficile d'avoir des performances. Est-ce que vraiment les athlètes sont enclins à le faire, sont enclins à se livrer? Ça dépend avec quel média, ça dépend quelle plateforme on leur donne. Aujourd'hui, on leur donne justement, c'est leur plateforme. C'est-à-dire que le sportif ou la personnalité se dévoile de la manière dont elle le veut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, je ne te pose pas une question pour que tu me répondes de la manière dont je veux que tu me répondes. Tu réponds à la question comme tu veux. C'est-à-dire que du moment comment tu te sens et de ce que tu vois, la perspective de ta vie ou de ta carrière, tu nous la racontes comme tu la veux. Vous qui prônez ces valeurs de bienveillance, d'égalité, d'espoir, est-ce que c'est compliqué parfois de lutter pour ces valeurs-là dans un monde qui est celui du football en 2019 où tout n'est pas toujours très rose et très tendre? C'est clair que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut garder ses valeurs. Je pense qu'il faut garder sa propre personnalité et ne pas se faire influencer par quelle que soit la situation ou le problème. Et c'est justement aussi là qu'on veut en venir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un milieu compliqué. On sait que c'est un milieu où des fois on est influencé par des grosses sommes d'argent ou par rapport à d'autres choses qui tournent autour. Mais la personnalité de l'individu, c'est ce qui nous importe. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant, justement, de voir qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont encore les pieds sur terre et qui continuent à justement être simples, même si aujourd'hui quelqu'un d'autre de l'extérieur va peut-être le voir comme arrogant, mais on ne le connaît pas vraiment. Donc c'est difficile de juger. Donc c'est pour ça qu'on veut offrir cette plateforme
aux sportifs. En tout cas, je vous remercie beaucoup de venir passer ce message sur notre plateau. C'est vrai qu'on essaye de donner beaucoup de temps de notre côté aux invités pour essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Et je vous invite, chers téléspectateurs, à aller voir ces petites capsules parce que c'est vraiment très bien fait. Vous soutenez également, Johan, une plateforme de sharing pour que les gens se rencontrent. Vous êtes un créateur de ponts, une association, plein de choses et plein de pistes de reconversion. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout évoquer dans cette émission parce qu'on a d'autres matchs à résumer, Johan, mais vous serez le bienvenu quand vous souhaitez revenir sur le plateau de Téléclub. Merci. Puisque cet après-midi, chers amis, au Cornaredo, le Lugano de Fabio Celestini accueillait l'équipe en forme du moment, c'est le FC Bâle, Jérôme. Lugano qui n'a jamais remporté le moindre match face au FC Bâle à domicile depuis la création de la Super League et ça ne sera toujours pas pour l'heure. Bâle qui reste toujours invaincu en 2019. 2 séquences seulement à vous montrer. Ce sont les 2 buts de cette partie avec l'ouverture du score bâloise à la 7e minute avec ce centre de Widmer, cette tête d'Ayeti décroisée et qui inscrit son 11e but de la saison. Ayeti, pour le coup, aidé du poteau. Et puis l'égalisation qui tombe juste avant la pause, 44e minute de jeu, avec un ballon qui arrive dans les pieds sur le flanc gauche de Chernigoy. Chernigoy qui centre pour Sabatini, qui reprend de la tête. C'est imparable et ça fait donc un partout. Score final, Sébastien. Finalement, un bon point pour le FC Lugano, qui continue, on va dire, une série positive après sa victoire à Zurich. Oui, une courte série, mais une série positive, effectivement. Un bon point contre une équipe en forme du championnat suisse, le FC Bâle, qui est l'équipe en forme actuellement, en plus de Young Boys qui continue sur sa lancée. Donc un bon point à la maison. Après, la force de Lugano est d'avoir réagi après avoir pris un but après quelques minutes. Certaines équipes se seraient écroulées. Lugano s'est battu jusqu'au bout, a pris un bon point et passe devant Sion maintenant. Johan, le FC Bâle ne domine plus le championnat suisse, mais est-ce que après son gros passé européen, est-ce que c'est toujours l'équipe qui prédomine à l'étranger? Oui, quand même. Je pense que le Bâle a quand même ancré son nom dans les équipes suisses à l'étranger. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'équipes suisses phares, c'est souvent Bâle qui ressort. Maintenant, un petit peu avec Young Boys, mais c'est vrai que Bâle a quand même marqué, on va dire, l'histoire du football suisse avec des nombreuses participations à la Champions League, même des matchs phares contre Manchester ou des victoires quand même assez impressionnantes. Donc c'est vrai que le FC Bâle passe dans cette phase peut-être de reconstruction, qui n'est aussi peut-être pas trop mal, dans une structure des fois de passer un petit peu, d'être un peu plus bas pour mieux rebondir. Et je pense que Bâle a la capacité justement de pouvoir faire ça et peut-être j'espère l'année prochaine déjà, concurrencer un peu plus Young Boys. En tout cas, Lugano qui accroche donc le champion, l'ancien champion, sur sa pelouse. On va écouter une réaction tessinoise, c'est celle de Nouma Lavanchi au micro de Stéphane Amoroso. Nouma Lavanchi, c'est un très bon point pris par Lugano face à un FC Bâle qui était en forme. C'est toujours bon à prendre. Oui, c'est clair. Comme le coach a dit avant le match dans les médias, le FC Bâle était l'équipe, je pense, la plus en forme du championnat en ce moment. On prend un point. C'est très positif pour nous, surtout vu la physionomie du match. On prend un but après 7 minutes. C'est pas facile de revenir. On a montré un super état d'esprit. On s'est tous battus et je pense qu'on peut être content de ce résultat ce soir. Vous auriez peut-être même pu empocher un peu plus avec certains comptes qui ne sont pas allés au bout? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a eu des belles opportunités, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu des immenses occasions qu'on a ratées. Je pense que le point est mérité pour les deux équipes. Le FC Bâle n'a pas eu non plus des occasions, des montagnes, comme on dit. Nous non plus. Donc je pense que le match nul ce soir est mérité pour les deux. En ce qui vous concerne, vous avez beaucoup donné, vous avez été beaucoup actif. Vous reveniez de blessure. Comment vous vous êtes senti? Oui, ça fait super plaisir de pouvoir revenir après un mois sans jouer. J'ai eu 15 minutes un peu compliquées à trouver le rythme. Mais ça, je m'y attendais, c'est normal. Et après, ça a bien été, ça a tenu. Donc je suis content d'avoir fait 90 minutes aujourd'hui. Et du côté de la Suisse centrale, c'est le tombeur d'IB en couple surprenant Lucerne qui se mesurait ce dimanche à Saint-Gall, Jérôme. Lucerne qui aime bien affronter le FC Saint-Gall puisqu'il a remporté les 7 dernières confrontations face aux Brodeurs. Une statistique qui s'est confirmée aujourd'hui avec plusieurs séquences à vous montrer, des buts côté lucernois. La première action qu'on vous montre, elle est saint-galloise, elle est à la 12e minute. C'est une frappe sèche d'Achimeru qui va, on va le voir, effleurer le poteau de Dziboun qui était battu.
grosse frayeur pour le FC Lucerne, mais on le verra par la suite, ça sera à peu près tout en faveur des Saint-Gallois. 44e minute de jeu, l'ouverture du score pour le FC Lucerne, avec un ballon sur le flanc droite pour Schwegler qui centre et qui trouve la tête de Schürf qui inscrit son 7e but de la saison. Schürf qui prend le dessus sur le défenseur Saint-Gallois. 1-0, c'est le score à la pause. Et on va retrouver assez rapidement les Lucernois en deuxième période. Et on va surtout retrouver le buteur Schürf qui va se transformer en passeur. C'est tout d'abord Eleke qui va sentir justement le numéro 11 dans son dos. Centre parfait pour Christian Schnevely, tout seul au deuxième poteau, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est le 4e but pour Schnevely et c'est le 5e assist pour Pascal Schürf qui donne des ballons presque autant qu'il marque dans cette formation lucernoise. Et si l'on a vu Eleke à l'origine de cette action, eh bien on va le voir un peu plus tard à la finition. Il y a d'abord une incursion lucernoise avec encore une fois Eleke sur le flanc gauche qui ouvre bien son pied, mais cette fois c'est la transversale qui sauve Lopar. On est passé tout près du 3-0. Mais ça n'est que partie remise. On va le voir 8 minutes plus tard, puisqu'on va retrouver justement Blessing Eleke qui avait beaucoup d'envie aujourd'hui. Très frustré après justement cette transversale. Et on retrouve tout d'abord Schnevely, frappe détournée par Lopar. Et puis regardez ensuite Eleke très intelligemment qui se défait d'Efti, puis de Sergio. C'est un para-frappe puissant. 8e but pour l'attaquant lucernois. Le premier dans cette année civile 2019. Sébastien, Lucerne peut regarder vers le haut avec cette nouvelle victoire et ses nouveaux 3 points. Ouais, effectivement, Lucerne, depuis l'arrivée de ce nouvel entraîneur Thomas Eberli, effectivement, c'est un nouveau Lucerne, une nouvelle image qu'il donne du football. Et il gagne 4-0 contre IB en coupe, il gagne 3-0 contre Saint-Gall, qui est aussi une équipe assez relativement... 4e aujourd'hui au classement, Lucerne. Voilà, qui remonte au classement. Donc ils enchaînent les performances positives. Ils ont l'air d'avoir retrouvé cette grinta qui leur manquait pendant un certain temps. Alors voilà, pour une fois, le changement d'entraîneur, en tout cas, cette fois-ci, a bien fonctionné. Écoutons la réaction lucernoise au micro de Vincent Rigolet, c'est celle de Christian Schnevely. Christian Schnevely, après le 4-0 contre IB, le 3-0 contre Saint-Gall, on sent que vous avez maîtrisé complètement ces 2 matchs. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a eu un peu de la peine pour rentrer dans le match. On a eu beaucoup d'occasions, ou aussi des bonnes occasions. On n'a pas fait une bonne dernière passe. Heureusement qu'on a marqué avant la mi-temps. Ça nous a fait du bien. Et puis en deuxième mi-temps, on a bien géré le résultat. Depuis l'arrivée de Thomas Eberli, on a l'impression que vous avez une confiance incroyable tout à coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été quoi les mots du coach pour transformer cette équipe comme ça? Ouais, Thomas Eberli, il a un plan très très clair. Et puis il nous a donné un peu plus de confiance encore. Et puis ouais, dans le foot, tu ne peux pas toujours expliquer les résultats ou les performances. Et puis on est content, c'est commencé. Et dans la dernière rencontre de ce week-end, Zurich, dont la dernière victoire en championnat remontait au 9 février, se déplaçait dans l'Oberland aujourd'hui pour affronter un FC Thun qui va trouver la faille en première période, à la 38e minute précisément, alors que la première tentative de Karlen sera repoussée par Sorgic. C'est Stillart qui peut récupérer pour tromper Brecher, Sébastien. Effectivement, Thun qui, on n'a pas montré toutes les actions, mais qui a eu un certain nombre d'actions déjà en première mi-temps. Puis à force de se créer des actions, eh bien voilà, vous avez de temps en temps un petit peu le côté positif, un rebond favorable qui permet en fait d'avoir ce côté chanceux, mais ce côté chanceux provoqué. Une rencontre qui s'emballe en cette fin de première période avec un ballon récupéré par le FC Zurich, une égalisation qui va venir du côté droit avec le centre de Dixon pour Kololi qui reprend direct. Très bien joué, très bon shoot du pied droit de croisé. Effectivement, c'était intéressant de voir Zurich à ce moment-là parce que on attendait la réaction de Zurich, savoir s'ils étaient capables de le faire ou pas. Ils ont été capables de le faire. Et à l'inverse, Thun sera aussi capable de le faire. Absolument. 2 minutes plus tard, Thun qui double son avantage sur le centre de Marvin Spielmann, proactif cet après-midi. Karlen va intelligemment laisser passer et c'est le doublé de Stillart.
Bien joué, on fait un petit peu le même but qu'on vient de voir de l'autre côté. Voilà, un centre, c'est bien joué. On voit bien que les joueurs de Thun se connaissent. Ils laissent passer parce qu'ils savent très bien que son coéquipier est derrière. 90e minute, Monsieur Bierry siffle penalty pour cette faute de main de Glarner sur la frappe de Zoumberi. On n'a pas d'autre image à vous proposer. C'est compliqué, Johan. Avez-vous un avis sur la question ? Je pense qu'il va falloir introduire la VAR bientôt. Ça va venir, c'est début de saison prochaine, donc c'est en route. Et puis c'est Kololi qui va transformer ce penalty pour l'égalisation. Score final 2-2 entre Thun et Zurich. On attendait, Sébastien, beaucoup de buts. On a été servi, il y en a eu 4. Ouais, un joli match, effectivement, où on peut estimer que le 2-2 est relativement correct entre les deux équipes, même si Thun a été, je dirais, quand vous gagnez à la 91e minute, vous êtes normalement, c'est un petit peu frustrant quand vous obtenez quand vous recevez l'égalisation dans les dernières secondes. Mais enfin bon, je pense que les deux équipes peuvent être contentes finalement d'un bon point aujourd'hui. L'introduction de la VAR pour rebondir sur cette notion-là. Je vous rappelle juste que la VAR contredit l'arbitre ou change si l'image est claire. Et là, il n'y a aucune image qui montre que l'arbitre avait tort. On imagine qu'il y aura quand même des caméras supplémentaires qui vont être installées pour pouvoir avoir les finances sont des assez images importantes. Claires. Bon, on va écouter la réaction du buteur, justement, de celui qui a transformé ce penalty. C'est Benjamin Kololi. Il était au micro de Laurent Gorgera. Benjamin Kololi, au final, le FC Zurich s'en sort bien et vous marquez 2 buts. Oui, je pense que ce n'est pas immérité pour nous. Première mi-temps, il y a aussi un penalty, je pense que l'arbitre peut siffler, clair. Et bien sûr, c'est un point très important pour nous aujourd'hui ici. Ça a beaucoup bougé du côté du FC Zurich. On réclamait des résultats, les fans réclamaient des résultats. Finalement, aujourd'hui, il y a un bon point. Oui, c'est sûr. Comme je l'ai dit toujours, là, Thun fait une super saison cette année. Et, je pense que c'était un point très important pour nous aujourd'hui. Et si on veut s'attacher à ces 3 premières places, c'est ce genre de points qu'il faut qu'on aille chercher. Au niveau personnel, un retour et 2 buts. Oui, c'est sûr, j'attendais ce moment depuis longtemps. Je n'avais pas marqué depuis le début du retour, du deuxième tour. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi aujourd'hui. Ça me met en confiance aussi. Et puis j'espère que voilà, on a un match très important la semaine prochaine. On est obligé de gagner. Un point donc pour Zurich, un également pour le FC Thun. Et dans les rangs bernois, c'est Grégory Carlen qui a livré ses impressions. Grégory Carlen, 2-2 à la dernière seconde, c'est frustrant. C'est très frustrant parce qu'on a fait un gros match aujourd'hui, surtout une grosse première mi-temps. On a énormément d'occasions, moi y compris, je dois faire beaucoup mieux devant les buts. Mais oui, aujourd'hui c'est rageant parce qu'on a de quoi gagner, ce match et puis faire un peu plus d'espace avec cette équipe de Zurich. Et puis sur ce fait de match à la fin, c'est vraiment dommage. Pour revenir au FC Zurich, Johan Jouroux, vous qui suivez les parcours des équipes suisses dans les compétitions européennes, vous avez, on imagine, regardé un peu Zurich. Qu'en avez-vous pensé ? Très belle campagne. Je dois dire que j'étais assez surpris même, d'ailleurs, d'arriver jusque-là. Après, c'est vrai que de rencontrer Napoli, c'était un peu compliqué. Et surtout que Napoli est une équipe qui est en pleine confiance et a vraiment des joueurs de qualité, je pense, bien au-dessus de Zurich. C'est difficile. Mais en tout cas, je ne trouve pas qu'ils ont été ridicules. Loin de là. Zurich, il y a un joueur que vous connaissez aussi très bien. Vous avez aussi évolué à 20 reprises en équipe nationale. Ça tombe bien comme un entraîneur même. Et puis maintenant, il est entraîneur. Alors justement, Exactement, votre regard sur l'entraîneur ludomanien. C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant parce que Ludo, moi, je le vois un petit peu sous j'ai une autre image de Ludo. Laquelle Non, elle est très très bonne. Mais c'est vrai que Ludo, c'est plutôt le clown en fait. C'est plutôt le gars qui nous raconte ses histoires, qui nous fait rire et vraiment on est par terre. Dans les interviews, il continue à le faire. Exactement, et je le vois, il a toujours cet esprit un peu joueur qui taquine. Mais non, mais honnêtement, c'est magnifique pour Ludo parce que je pense qu'il a, encore une fois, une énorme connaissance du foot. Et c'est toujours pour moi, c'est toujours un petit peu dans ce passage de messages, de donner aux plus jeunes, d'instruire. Et c'est vrai que Ludo le fait de très belle manière parce qu'il a d'ailleurs en plus déjà gagné la coupe avec Zurich contre Bâle. Donc il faut dire que pour lui, ça marche plutôt pas mal. On voit de nombreux entraîneurs suisses sur les bancs cette saison de Super League. Ça nous réjouit. Est-ce que vous, c'est un chemin que vous pourriez suivre ? Écoutez, aujourd'hui, c'est dur de vous répondre. C'est vrai que moi, les jeunes, tout ce qui est justement, comme je l'ai dit avant, cet aspect, on va dire plutôt mental, cet aspect de bien-être et cet aspect aussi, bien sûr, de donner ce que j'ai vécu, mais plus pour les jeunes, pour qu'ils aient justement cette continuité pour plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, après, je ne sais pas
Si je prends cette voie-là, est-ce que je me vois aller plus loin? Je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, les jeunes, ça m'intéresserait. Parfait, bon à savoir, on va vous suivre ça de près, évidemment, Johan Djourou. On vous l'avait promis, vous les avez tous revus, les buts de ce week-end de Super League. On va revoir ensemble les résultats et découvrir le classement, Jérôme. 14 buts dans cette 24e journée entre hier et aujourd'hui. Alors tout d'abord les deux matchs justement de samedi soir. Xamaxion 3-1, Getse IB 0-1. Et puis aujourd'hui, on l'a vu, de partout entre tout, Net Zurich, Lugano-Bâle 1-1 et la victoire nette de Lucerne sur Saint-Gall sur le score de 3-0. Au classement, IB bien sûr est toujours en tête avec cette fois 21 points d'avance sur Bâle. Et puis si on rétrograde à la 8e place, juste devant Neuchâtel-Xamax, plus que 4 points d'avance pour le FC Sion sur cette place de barragiste, alors que Getse ferme toujours la marche à 4 points de Neuchâtel. Et le week-end prochain, Sion disputera un match important contre Grasshopper à Tourbillon samedi, alors que Lugano se déplace au Kibun Park. Dimanche, Xamax a rendez-vous avec Zurich au Letzigrund et le choc entre Bâle et IB. Enfin, la réception de Lucerne à Thun. Et si vous souhaitez remporter vos places pour ces rencontres, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook de Téléclub Sport Romandie. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous attendez le tirage au sort de début de semaine. Et on vous souhaite bonne chance, bien sûr, pour aller soutenir votre club de cœur. Je voulais vous demander s'il y avait aujourd'hui, à vos yeux, un joueur qui vous éblouit particulièrement sur la planète football. Moi, je resterai avec Messi. Je pense que Messi est le joueur pour moi qui incarne vraiment le football. C'est-à-dire dans sa simplicité, dans ses gestes, dans sa vitesse d'exécution. C'est Messi, c'est du football, c'est de l'art. Et c'est le joueur que j'apprécie vraiment. Parfait. Une indication, on me signale dans l'oreillette en live ticker que c'est toujours 1-0 pour Arsenal contre Manchester United. Et puis toujours au sujet de football européen, puisque ça reprend cette semaine avec les 8e de finale retour. Vous avez un favori ? Aujourd'hui... Pas simple, hein, il y a des surprises. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises, mais je dirais que Barcelone, pour moi, je pense, l'équipe pour aller au bout. Je l'espère. Parfait. Bon, on va justement découvrir le programme de la soirée et de demain en matière de foot sur Téléclub, puisque ça continue. Il y a de la Serie A ce soir avec la rencontre entre la Fiorentina et la Lazio, studio donc dès 20h15. À 21h, on part au sud de la France pour le duel entre l'OM et Nice. Les amateurs de la NHL suivront à la partie de 22h. Au programme de demain, c'est lundi, Bundesliga, évidemment, 20h30. Düsseldorf contre l'Eintracht Francfort. Il y aura à nouveau de la Serie A. Et puis, alors mardi, le très bouillant attendu Juventus Atlético Madrid pour le match retour. Voilà, vous savez tout pour le programme. Il y a encore plein d'autres choses cette semaine européenne, évidemment. Vous allez suivre tout ça sur Téléclub. Johan Djourou, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. C'était un grand plaisir de vous accueillir. De même, merci. Vous aurez toujours une place sur notre plateau si vous souhaitez revenir beaucoup. sur Téléclub. Sébastien Page, plaisir de partager le week-end avec vous. Moi de même. À bientôt. Jérôme Créta, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Quel plaisir. On va se laisser avec une chanson de Michel Sardou qui va vous trotter dans la tête tous dimanche soir. Ce sera formidable. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. On vous souhaite une très belle soirée. Merci à la rédaction, à l'équipe technique et à Régis Beresville qui produisait cette émission. Passez une très belle semaine. On vous embrasse. À bientôt. Salut.